Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Aujourd'hui, chers auditeurs, j'aimerais vous faire connaître l'un des plus beaux personnages de notre histoire du Canada-Québec, de l'histoire de la Nouvelle-France. Et comme, évidemment, on n'enseigne pas ou peu le régime français, il n'y a que 200 ans après tout où la France est implantée ici, ça importe peu pour nos grands penseurs de l'enseignement à l'école. Il est le seul individu à n'avoir jamais subi la défaite, raison de plus d'en faire un très grand personnage avec véritablement une présence dans la toponymie. Oh, je ne dis pas qu'il n'a pas quelques noms de rue, quelque part ici dans les villes du Québec, oui, mais rien de plus, on ne le connaît pas. Et pourtant, ses restes dorment dans les murs de la cathédrale de La Havane. Peut-on penser ça? Il est mort le 9 juillet 1706 d'une maladie mystérieuse, 44 ans. On dit que c'était la fièvre jaune, alors que d'autres pensent qu'il a été empoisonné par des espions à la solde des Anglais, parce qu'il avait tout un projet lorsque la France s'est entendue avec l'Espagne. Parfois, on chicanait, tout à coup, il y avait des traités, on se réconciliait. Alors, après avoir fondé la Louisiane, vous me voyez venir, peut-être vous avez déjà deviné son nom, il s'en va à La Havane pour planifier un projet de sortir les gens de la Nouvelle-Angleterre tout le long de la côte des États-Unis, et hop, soudainement, il meurt le 9 juillet. Un colosse, un gars qui a livré des batailles sans défaite, et il meurt subitement comme ça. Il est né le 20 juillet 1661 dans le vieux Montréal qu'on appelait Ville-Marie, justement sur la rue Saint-Paul, tout près de la place Royale. Si jamais vous prenez une marche, vous allez voir une plaque qui démontre que son père, Charles Lemoine, a mis sur terre une famille incroyablement intrépide et de grande valeur, la famille des Lemoine. Vous avez donc deviné, il s'agit du plus héros de ce groupe, Pierre Lemoine d'Iberville, qui, encore une fois, n'a jamais subi la défaite. Et puis, j'aimerais aujourd'hui vous le faire connaître, si vous n'avez pas d'objection, de découvrir ce grand héros qui est Pierre Lemoine d'Iberville, avec toutes ses victoires, qui s'est battu, somme toute, pour rien du tout. Oui, je dis qu'il s'est battu pour rien du tout parce qu'il y a eu le traité d'Utrecht qui est venu neutraliser toutes ses victoires, puisque la France va céder une partie des conquêtes qu'avait réussi à obtenir Pierre Lemoine d'Iberville, un Canadien donc qui est né sur notre terre. Il est le fils de Charles Lemoine qui devient le seigneur de Longueuil, et quand on va à Longueuil, au coin de la rue Saint-Charles et le chemin Chambly, tout près de l'église, qui est une basilique, l'église Saint-Antoine, il y a encore un résidu de son manoir qui est là, qui sort de terre. Certains ont voulu justement le reconstituer, mais on est bon pour parler, mais pas tellement pour agir. Alors, 1686, il est bien jeune. Écoutez, il est né en 1661. Avec ses deux frères, il a pris part à une expédition contre les postes anglais dans la région de la baie d'Hudson. C'est loin du vieux Montréal. Pensez-y, il va parvenir en 1688 à contrecarrer la tentative de reconquête des postes de traite par les marchands anglais, encore une fois, dans la baie d'Hudson. Pourquoi les Anglais voulaient-ils avoir la baie d'Hudson? C'est parce qu'ils venaient de la Virginie, de la côte de la Nouvelle-Angleterre. Il y avait du castor. Le castor était l'élément de commerce primordial dans ce temps-là. Mais le castor, grandissant en territoire chaud, tel la Nouvelle-Angleterre, les Anglais savaient que le meilleur castor évoluait en pays froid.
Et c'est pourquoi ils vont aller se mettre le nez dans la baie d'Hudson, la baie James, pour pouvoir faire la culture et la chasse au castor, avoir une meilleure qualité à vendre à Londres ou ailleurs dans les possessions anglaises. Alors, on est en Nouvelle-France et Pierre Lemoyne d'Iberville va être chargé de les chasser. Alors, il réussit donc à contrecarrer la tentative de reconquête des postes de traite par les marchands anglais dans la baie James. Ensuite, 1690, il va prendre part à une campagne d'hiver que le gouverneur Frontenac, un homme extraordinaire, qui, lui, n'avait pas froid aux yeux, qui a été un des plus grands gouverneurs de notre histoire, qui préparait justement une attaque, une campagne contre les colonies anglaises du Sud cette fois. Et là, on va prendre Corlaer, Schenectady, on est dans l'État de New York, on va se rendre jusqu'à Concord, où les troupes de Frontenac vont brûler la ville. Alors, vous voyez que ce gars-là n'a pas chômé, ce Pierre Lemoyne d'Iberville, qui est encore jeune. 1694, il va être nommé cette fois à la tête d'une expédition contre le fort York. Il est responsable de la solde donnée à l'équipage. On lui concède jusqu'en juillet 1697 le monopole du commerce de la fourrure dans la baie d'Hudson. Il va obtenir une clause qui va lui permettre de partager à la manière des pirates ou des flibustiers, parce qu'un flibustier, ça pouvait s'emparer d'un bateau étranger, mais ça devait partager le butin avec le gouvernement, en l'occurrence le gouvernement de France dans ce cas-là. Alors toujours est-il qu'il va partager à la manière des flibustiers tout le butin et les bénéfices de la traite des fourrures dans la baie d'Hudson et notamment au fort York, qui est haut, qui est peut-être à la hauteur, je dirais, du Manitoba plutôt que de l'Ontario, tellement on est à l'ouest dans la baie d'Hudson, dans ce cas-là. Ensuite de ça, avec un seul navire, et là il devient un exemple frappant, le Pélican, Pierre Lemoyne d'Iberville réussit à défaire 3 bateaux de guerre anglais, 1 contre 3, dont 2 sont coulés tout près du fort York, encore une fois. 1696, il dirige une milice constituée de soldats français et de guerriers indiens, des Autochtones, dans une expédition à Terre-Neuve. Il va chasser les Anglais de Terre-Neuve. En un mot, il n'est le territoire de la Nouvelle-France. Et en dirigeant cette milice, ça va être justement le summum de son succès. Et par la suite, 1698, il ne chôme pas, là, voyez-vous, jusqu'en 1701-1702, il commande des expéditions en Louisiane. Après avoir capturé des Anglais, vidé les forts de la baie d'Hudson, il embarque les prisonniers sur un bateau, les amène en France, et là, le roi va lui dire, « c'est pas fini, tu vas prendre une expédition pour t'en aller en Louisiane. On est loin du Vieux-Montréal, on est loin de la rue Saint-Paul, on est loin de chez son père à Longueuil. » Alors, il commande une expédition en Louisiane, pendant lesquelles il fonde les forts Maurepas, Biloxi, si vous préférez, et le fort Mississippi et le fort Saint-Louis, qui devient Mobile, que les Américains appellent Mobile, mais en réalité, c'est Mobile, c'est une ville ou un petit fort français. Et là, il va acquérir des fourrures, il va négocier avec les peuples autochtones et il va même enrégimenter des Indiens dans son armée de manière à pouvoir faire face à l'ennemi anglais, encore une fois, qui maraude dans les parages. Pourquoi Pierre Lemoyne d'Iberville devient si héroïque? C'est parce qu'il y avait eu auparavant un échec. Souvenez-vous de l'amiral Phipps qui s'était présenté devant Québec. Et au lendemain de l'échec de Phipps, parce que Frontenac lui avait répondu par la bouche de ses canons, les Anglais deviennent en apparence assez tranquilles. Mais quand même, ils vont continuer à fomenter et justement, ils parlent non seulement de l'invasion de la Nouvelle-France, mais aussi de toutes les terres connues du Canada. Ils ne sont pas les seuls à penser ainsi. Et en France, Louis XIV aimerait bien en finir avec les Anglois, comme on les appelait à l'époque, dans le langage de la Nouvelle-France. Et en 1690, Pierre Lemoyne d'Iberville, frère des autres et le plus vaillant de nos célèbres soldats, reçoit la mission royale
de s'emparer de l'Acadie, de Terre-Neuve et de la baie d'Hudson au nom des Français. Alors, ce que je vous disais en résumé tout à l'heure, on voit qu'il avait été mandaté, en quelque sorte, par le roi Louis XIV. D'ailleurs, si vous vous promenez dans le Vieux-Montréal, vous allez voir qu'il y a une plaque à l'angle de la rue Saint-Paul et Saint-Gabriel qui marque l'endroit où il est né et il devient le plus glorieux des soldats, Pierre Lemoyne d'Iberville, né le 20 juillet 1661. Alors il entreprend donc, puisque Louis XIV lui a demandé, sa fameuse campagne visant à déloger les Anglais de la baie d'Hudson, du fort Nelson. La surprise ne suffit pas et Pierre Lemoyne d'Iberville doit s'esquiver par une petite rivière pour échapper à un navire anglais qui est là. Alors il sème l'adversaire lorsque ce dernier, l'adversaire, s'enlise dans les hauts fonds. Triomphant, un peu moqueur, il passe hors de la portée des canons de l'ennemi, parce que là, les bateaux sont ensablés, et il passe devant les bateaux et les canons des Anglais sous le nez du capitaine anglais. Alors, il va devenir fou de colère, ce capitaine anglais. C'est pas possible de se faire rire de soi comme ça. Réalisant l'envergure de la tâche d'Iberville, il se rend donc en France pour demander au roi des navires plus rapides. Ça n'a pas de bon sens. Me faire battre avec des gars qui ont des monstres des mers, et moi, je suis pris avec des petites chaloupes ou à pied. Et surtout, ça me prend des bateaux qui ont plus de canons, quoi. Alors, satisfait de son efficacité, Louis XIV va quand même l'écouter et accepte sa demande avec l'ordre de prendre le fort Nelson. Coûte que coûte, il faut que vous me sortiez les Anglais de ce fort. 1694, il se pointe encore devant les Anglais et après 3 semaines de siège, de canonnade, à bout de patience, il leur intime l'ordre de se rendre parce qu'ils commencent à manquer des munitions, ces Anglais-là. Alors, il les intime de l'ordre de se rendre ou encore de subir un bombardement en règle, à répétition, dès le lendemain. Alors, le 14 octobre, l'ennemi capitule et Pierre Lemoyne d'Iberville réalise son vieux rêve de 4 ans, c'est-à-dire occuper le fort Nelson. Il va le baptiser le fort Bourbon à ce moment-là. Et là, on est en plein cœur de la baie d'Hudson. Il n'est pas loin du fort York dont je vous parlais tout à l'heure. Sur cette même lancée, et aidé par ses amis les Abénakis, faut que je vous dise que les Français ont tenu quasiment 200 ans ici grâce à nos alliances avec les Indiens, les Autochtones. Seuls les Iroquois sont nos ennemis. Et les Abénakis sont probablement les plus fidèles amis des Français. Alors, ils se présentent devant le fort Pemquid. Là, on est en Acadie. Vous voyez, de la baie d'Hudson, tu te rends en Acadie. Par les moyens du bord du temps, pensez-y, mes chers amis, l'intrépidité de cet homme, de ce vaillant personnage, le vent, la neige, la chaleur, les moustiques, les loups qui attaquent les humains, etc. Non, on s'en va où on doit aller et on se rend en Acadie. Il va faire raser, après avoir obtenu la reddition de la part des Anglais, les forts qui sont là. Puis, là, c'est pas fini, on a nettoyé l'Acadie, on va traverser à Terre-Neuve. Il va se rendre à Saint-Jean, la capitale de Terre-Neuve. Et après une marche forcée dans la neige, à travers la forêt, il s'empare facilement de 2 forts, mais celui de la garnison principale, bien armé, va résister, lui. Alors, afin de détruire le moral des assiégés, Pierre Lemoyne d'Iberville donne l'ordre de brûler les villages des alentours. Déconcerté, la garnison anglaise capitule sans que le capitaine canadien, frustré, ait eu le temps de donner l'assaut. En un mot, les Anglais ont baissé le drapeau avant le temps. Et au cours de cette fructueuse campagne, 200 ennemis trouvent la mort, 1800 sont faits prisonniers, et 1697, c'est pas fini, c'est une carrière époustouflante, comme vous le voyez. d'Iberville veut se rendre à Bonavista, la dernière place forte à conquérir, lorsqu'il est subitement rappelé en France. La nouvelle mission, cette fois du roi Louis XIV, ne manque certes pas d'ironie. Reprendre les forts de la baie d'Hudson, encore une fois, qui sont tombés à nouveau aux mains des Anglois. d'Iberville n'est pas découragé.
Tout autre individu a dit, écoutez, je l'ai fait une fois, c'est assez. Non, il n'est pas découragé. Il accepte la requête personnelle du roi qui lui offre 5 nouveaux bateaux. Et le 3 septembre 1697, en route vers la baie d'Hudson, sa flotte est dispersée par les glaces. L'intrépide capitaine se retrouve seul devant les 3 navires anglais qui protègent le fort Nelson. Il coule le navire amiral qui est devant le fort, endommage sérieusement le 2e et le 3e prend la fuite dans le brouillard. Le reste de l'escadre arrive à temps pour attaquer le fort, qui capitule 3 jours après. La baie d'Hudson redevient française une fois de plus, et cette éclatante victoire, encore une fois, va rendre Iberville encore plus populaire auprès du roi de France. C'est incroyable, il y avait vraiment bonne bouche auprès de l'oreille du roi. Et depuis la mort de Cavelier de la Salle, la Louisiane a été pratiquement abandonnée. Alors voilà que Louis XIV a un plan pour lui, puisque t'es si dynamique, intrépide, toi, mon petit Canadien, Pierre Lemoyne d'Iberville, né sur la rue Saint-Paul. Alors, toujours est-il que il y a une vieille croix française de bois qui a été plantée en Louisiane. Elle traîne quelque part dans le décor. Et Cavelier de la Salle s'est fait tuer par un de ses compagnons. Découragé, les moustiques, l'humidité, les serpents, les herbages, on ne trouvait pas l'embouchure du Mississippi. Alors il va dire, toi, Pierre Lemoyne d'Iberville, avec la témérité dont tu fais preuve, je vais te demander, c'est Louis XIV qui parle, de consolider la position de la France dans cette partie de l'Amérique. Alors, avec Pierre Lemoyne d'Iberville, rien n'est impossible. À son arrivée, il remonte le Mississippi et chasse ses ennemis préférés de la région. Il devient le maître des lieux. C'est époustouflant de suivre la carrière de cet homme. Il fait construire des forts, dont celui de Biloxi, celui de la rivière Mobile, où il signe des traités d'alliance avec les Indiens locaux avant de repartir vers une nouvelle mission. Il confie la garde des forts à quelques soldats. Il n'avait pas terminé un succès ici et là qu'il est enjoint d'entreprendre tout de suite une nouvelle mission. Imaginez-vous si on avait eu une centaine de Pierre Lemoyne d'Iberville, nous n'aurions jamais perdu le pays, chers amis. Alors, chargé de libérer les Antilles cette fois, parce que l'emprise anglaise était là, il s'empare de l'île de Nièvre, Nevis comme on l'appelle. Après s'être battu sur toutes les mers de l'Amérique pendant 20 ans, c'est le climat des Antilles qui a raison de ce diable d'homme. La fièvre le terrasse, dit-on. Pierre Lemoyne d'Iberville meurt en 1706, à l'âge de 44 ou 45 ans, les historiens s'obstinent, ça n'a pas grande importance. À La Havane. Pourquoi La Havane? Parce que la France venait de signer un traité de coopération et d'amitié pour sortir les Anglais de l'Amérique du Nord. Son corps est emmuré dans l'église de La Havane, la belle cathédrale, et dans cette île de Cuba que des centaines de milliers de Québécois visitent à chaque année sans s'apercevoir qu'il y a un morceau de leur histoire qui est là et qui repose, et un morceau très important. Ce n'est pas pour rien qu'il a des rues un peu partout dans la toponymie du Québec. Camillien Oud, un maire vaillant et populiste, très aimé, amant de l'histoire du Canada, est allé apposer une plaque commémorative pour rappeler à tous le glorieux passé de cet incroyable personnage. N'oublions pas que ce citoyen de Montréal, qui est Pierre Lemoyne d'Iberville, est le seul dans notre histoire canadienne et québécoise, à n'avoir jamais subi la défaite. Comme vous voyez, c'est un homme qui mériterait d'être valorisé, ne serait-ce que dans l'enseignement de l'histoire, que malheureusement, on n'enseigne pas ou peu. Pourquoi? Parce que la rectitude politique des nôtres aujourd'hui ne veut pas qu'on mette en évidence la bipolarisation, les antagonismes entre une nation et une autre, pour montrer que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, et on va parler plutôt des coureurs, des voyageurs, mais jamais des batailles, et surtout quand ce sont les nôtres qui gagnent. On va parler de nos défaites, par contre. Alors, les pages honteuses
on les passe pas non plus dans l'enseignement de notre histoire. Monsieur Lawrence, par exemple, en Acadie, 1755, hop, on passe très vite là-dessus. Monsieur Wolfe aussi, qui était un impitoyable, cynique personnage, on passe par-dessus pour dire que deux grands généraux se sont affrontés, mais rien de plus. Voilà la rectitude politique, mes chers amis, que je veux dénoncer parce que ce n'est rien d'autre que de la censure. Quelle carrière que celle de ce Pierre Lemoine d'Iberville, fils de Charles Lemoine, que j'aimerais vous faire connaître également en même temps. Mais je reviens à Pierre Lemoine avant de compléter. Il a été soldat, il a été capitaine de vaisseau, il a été explorateur, il a été commerçant, il a été gouverneur, il a été colonisateur. Il a même parti une fille enceinte. On a passé par-dessus, vu ses états de service. Car dans le temps de la Nouvelle-France, la justice était impitoyable. On va donc passer par-dessus ce qui, à cette époque, était un outrancier scandale, quoi. Pierre Lemoine d'Iberville a été tout cela. Et, comme le dit mon confrère Marcel Tessier, un excellent vulgarisateur, ça fait de lui, sans doute, le plus grand de nos héros militaires. En tout cas, les historiens ont parlé de lui comme le plus grand homme de guerre qu'ait produit notre pays, ou encore comme le Jean Bart canadien. Rappelons que le Français Jean Bart, qui était-il Jean Bart? Ben voilà, c'est un contemporain de Lemoine d'Iberville. C'était un marin et plus précisément chef corsaire. Il avait réussi à s'emparer de plus de 4000 navires marchands anglais, avait ruiné ainsi pour longtemps le commerce de l'Angleterre. Et un jour, à Louis XIV, qui lui annonce officiellement qu'il venait de le nommer chef d'escadre, Jean Bart avait répondu « Sire, vous avez bien fait. » Naturellement, cela avait fait rire l'Assemblée, mais le roi ne s'était pas trompé. Parce que, messieurs, avait-il ajouté, cette réponse est celle d'un homme qui sent ce qu'il veut et qui compte m'en donner de nouvelles preuves. Et voilà pourquoi Louis XIV le félicitait à ce point et Pierre Lemoine d'Iberville est comparable à Jean Bart. Mais qui était-il? Il était le fils de Charles Lemoine, qui habitait rue Saint-Paul, comme je disais, la plaque est là. C'est toute une famille que celle des Lemoine. Le père Charles est le fils d'un hôtelier qui venait de Dieppe. Il est arrivé ici en 1641 à l'âge de 15 ans. Il est pauvre comme Job, mais il est brillant, il est vigoureux et il a la langue bien pendue, c'est un fonceur. Il vit 4 ans chez les Hurons pour apprendre leur langue, ça va être utile. Il passe 1 an à la garnison de Trois-Rivières, puis il s'installe définitivement à Ville-Marie, rue Saint-Paul. En 1651, on est à l'époque du père, une quarantaine d'Iroquois attaquent les colons de Ville-Marie, la fragile petite colonie. Avec 2 compagnons, il va sauver Jeanne Mance et son hôpital qui était pour brûler. Et à son mariage avec Catherine Primeau, il va recevoir de Maisonneuve, je parle toujours du père, une terre considérable à la pointe Saint-Charles, le nom de Saint-Charles. Il sera un peu plus tard le seigneur de Longueuil, où je vous disais, il y a justement encore un petit témoin qui est debout près de l'église. Et ses fils vont tous être des héros. Jacques, le sieur de Sainte-Hélène, Paul, le sieur de Maricourt, Joseph devient le sieur de Sérigny, François et Jean-Baptiste deviennent les sieurs de Bienville, Gabriel, le sieur d'Assigny, Louis et Antoine, sieurs de Châteauguay, et bien sûr, le plus grand de tous, Pierre Lemoine d'Iberville, sieur
d'Iberville. Alors, vous voyez que c'est une famille qui a un beau pédigree, comme on dit. Quant à Pierre Lemoine, lui, à l'âge de 12 ans, il s'est embarqué sur un petit bateau qui s'appelait la Jeannette, le bateau de son oncle Jacques. Quelle famille! Il fuit sa famille qui veut le faire prêtre. Alors, quand Charles, son père, est nommé gouverneur de Montréal, Pierre a donc 22 ans, et là, Labarre, qui était le gouverneur de la colonie, lui, qui était un peureux, Labarre, soit dit en passant, va envoyer Pierre en France solliciter le titre d'enseigne de la marine, et c'est là le début de sa fabuleuse carrière. Il traversera plusieurs fois l'Atlantique pour le service du roi, comme nous l'apprend Marcel Tessier, entre autres. Je vous disais que dans les rues du Québec, son nom est là, rue d'Iberville, comme à Montréal d'ailleurs, il y a aussi à Montréal le monument de Pierre Lemoine d'Iberville qui est en face de l'église Sainte-Cunégonde. On est dans le quartier de Saint-Henri à Montréal. Et on peut admirer son fameux Pélican qui a été reconstitué au port de Montréal, mais le bateau était là durant l'exposition universelle. Il est disparu depuis ce temps-là parce que pas assez fréquenté par manque de curiosité de nos bons touristes. Alors le bateau sur lequel, seul contre 3 navires anglais, il avait mené la bataille et remporté la victoire. Voilà pour la connaissance de ce personnage hors du commun, mes chers amis, Pierre Lemoine d'Iberville, qui n'a jamais subi une défaite. Je vous rappelle qu'en librairie, aux éditions du Journal, vous allez revoir un livre sur la petite histoire de la Nouvelle-France dont je suis l'auteur. Bonne lecture.